Merci. Merci de m'avoir invité et merci d'être parmi nous ce soir alors que les vacances de Noël approchent à grands pas. Et vous avez deux écrans, un à droite et un à gauche. Si vous êtes mal assis par rapport à ces écrans, vous pouvez vous déplacer afin d'avoir une meilleure vision des diapositives. Le titre de ma conférence est l'origine, ou les origines plutôt, de l'inégalité. Pourquoi ce titre? Eh bien, parce que, je ne vais pas tellement parler d'ailleurs des origines, mais pourquoi ce titre? Parce que de chacune des conférences qui ont eu lieu dans le cadre de cette série donc de conférences avait dans son titre le terme origine. Donc, nous allons essayer de faire un voyage dans le temps depuis son origine et nous allons essayer de voir maintenant ce qui se passe tant aux États-Unis que partout ailleurs dans le monde, c'est-à-dire les inégalités, l'augmentation des inégalités. Et je vais essayer d'identifier des mécanismes qui ont pu être efficaces pour réduire ces inégalités de façon conséquente et de façon pendant un temps qui soit suffisamment long pour compter. Et par ailleurs, je vais vous expliquer comment on peut, à partir de là, essayer de mieux appréhender les inquiétudes, les préoccupations qui sont les nôtres à l'heure actuelle. Donc, d'où vient l'inégalité? Eh bien, l'inégalité provient de différents facteurs, que je subdivise en deux catégories, facteurs somatiques et facteurs extrasomatiques. Quand je parle des facteurs somatiques, je fais référence à tout ce qui touche au cerveau, aux muscles et à l'apparence des gens. Et tout ceci est déjà source d'inégalités. Et ensuite, nous avons tout ce qui est facteurs extrasomatiques, tout ce qui touche donc au relationnel, aux liens qu'ont les gens avec leur père, ceci déterminant en grande partie les succès que peuvent connaître les gens au cours de leur vie. Autre source extrasomatique, facteur extrasomatique donc l'inégalité, c'est tout ce qui est matériel plutôt, c'est-à-dire par le passé ça pouvait être la taille du troupeau, maintenant ça va plutôt être la taille de la propriété que vous possédez. Sur cette diapositive, vous voyez que par le passé, eh bien, les ressources correspondaient à cette richesse matérielle que j'évoquais. Et donc, à l'époque, donc, il y avait des outils de contrôle très social, très importants, et il y avait également possibilité de contrôler donc les ressources existantes. Nous ne devons pas de toutes les façons surestimer le côté égalitaire de nos ancêtres cueilleurs et chasseurs. Et je crois que si l'on regarde maintenant ce qui se passe aujourd'hui, notamment au sein de la société agricole contemporaine, eh bien, nous avons des groupes qui peuvent vivre dans des environnements marginalisés d'un point de vue géographique et écologique, et ces groupes sont appauvris par rapport aux normes qui nous permettent de juger des chances et de leur richesse. Mais ceci ne représente pas systématiquement la situation des cueilleurs et des chasseurs de certaines régions du monde, de la partie nord-ouest du Pacifique, ou de ce
qui se passait donc à l'époque de la préhistoire en Ukraine, en Russe ou dans le sud de la France ou au nord de l'Espagne, c'est-à-dire des millénaires avant notre ère d'ailleurs. Un exemple frappant que je voudrais vous montrer, exemple qui date de plusieurs millénaires, vous avez là les sépultures, des sépultures particulièrement riches que l'on trouve dans la région de Sungir et qui datent du Paléolithique supérieur. Et ces tombes sont les tombes de deux enfants, un garçon né de 12 ans et une fillette de 10 ans. Et donc ces enfants sont ornés donc de riches objets funéraires, de bijoux en ivoire perlé. Et ce qui est important ici, c'est qu'il s'agit d'enfants qui ont été ainsi donc enterrés avec des objets funéraires complexes, riches. Il ne s'agit pas de personnages très importants et illustres qui ont donc fait des exploits. Et il s'agit d'enfants. Et en fait, donc déjà à l'époque, on peut dire, il y a 10 000, 15 000 ans, il y avait déjà un certain niveau d'inégalité et que ces enfants qui venaient de familles très riches pouvaient être enterrés d'une façon qui n'était pas courante pour ceux qui étaient moins riches. Et la transition ou le passage de cette société de cueilleurs-chasseurs à une société de fermiers, de gardiens de troupeaux, est allé de pair avec une importance croissante de l'intérêt de cette richesse extrasomatique dont je vous parlais, notamment la richesse matérielle. Et voici sur cette diapositive donc les résultats d'une étude qui a été effectuée sur 21 sociétés à petite échelle et qui porte sur la transmission de richesses entre les générations et de la dynamique de l'inégalité. Et vous voyez ici donc la répartition géographique de cette transmission de richesses. Et qu'est-ce que nous dit cette étude? Eh bien, cette étude interculturelle nous parle d'une variation de l'inégalité et qui s'explique par les modes même de la transmission de richesses. Nous avons d'une part un type de richesse qui est déterminé par la technologie dans les sociétés horticoles et agricoles. Et dans ce cas-là, la richesse somatique et relationnelle est cruciale. Et ce type de richesse est dominante également dans les sociétés pastorales et agraires. La richesse matérielle est essentielle. Quand je parle de richesse matérielle ici, j'évoque à la fois les terres et le bétail. Mais nous avons un type de transmission qui est dominant également, qui est déterminé non seulement par la technologie, mais également par les institutions, qui est limité, diffusé dans les sociétés horticoles et agricoles, mais qui est substantielle et verticale dans les sociétés agraires et pastorales. Donc nous avons un mélange, un mix de technologie et de normes, comme cette étude nous le montre. Et donc, ce n'est que plus tard que les populations ont mis l'accent sur la transmission intergénération de la richesse à la génération future. Et ceci s'est fait, comme je le disais, par le biais donc d'institutions ou de normes. Il est facile de comprendre pourquoi la transmission de richesse et l'inégalité en termes de richesse peuvent être liées très étroitement. Et les modèles nous montrent que si l'on a une transmission de richesse entre générations selon un lignage donné d'une génération à l'autre,
eh bien, si la famille a de la chance, si elle a des terres, si elle réussit dans les affaires, eh bien, les choses vont bien se passer. Mais si la famille n'a pas de chance, si les cultures ne produisent pas comme attendu, eh bien, les choses vont plutôt mal se passer, d'où stratification et inégalité possible. Et ceci nous conduit à la question suivante. Comment peut-on donc considérer cette transmission de richesse intergénérationnelle? Nous y reviendrons tout à l'heure. Je vais essayer maintenant de vous donner un aperçu de l'inégalité. Je vais faire ça très très vite et de façon économique, va-t-on dire. Et il ne faut pas surestimer les inégalités qui ont pu naître donc de la production alimentaire qui a évolué dans le temps. Voici sur cette diapositive donc une courbe qui reprend, si vous regardez les choses de près, sur l'axe des X des abscisses, les revenus moyens en termes de minimum de subsistance. C'est le rendement par tête qui permet, qui est celui qui est nécessaire pour survivre. Et sur l'axe des Y, des ordonnées, vous avez le niveau d'augmentation d'inégalité. Donc, lorsque les gens vivent selon un mode de subsistance à minima, et si eh bien, il y aura toujours quelqu'un qui aura encore moins et qui d'ailleurs va mourir de disette et de famine. Et vous voyez ici que nous pouvons avoir des personnes qui contrôlent quasiment la totalité de la richesse ou des biens et les autres devant se partager ce qui reste. Donc, ce qui nous permet d'exprimer ce coefficient de Gini et qui nous permet de fixer le maximum théorique d'inégalité et qui évolue selon cette courbe asymptotique. Si le niveau d'inégalité augmente de façon régulière, eh bien, ce n'est pas pour autant que ce niveau d'inégalité évolue très rapidement. Sur cette diapositive, vous avez le graphique qui reprend en fait des données pour des sociétés totalement agraires. Certaines d'entre elles étaient très très pauvres, certaines avaient peine à survivre, et vous voyez que l'inégalité est vraiment très très élevée. Elle ne pourrait pas être plus égalité. Et les ressources, en fait, étant captées par une fraction, une portion très très faible de la population. Et ceci peut s'exprimer en termes économiques. Comme vous le voyez ici, vous avez donc l'expression de l'inégalité. Vous voyez les données pour l'Angleterre. Vous avez également les Pays-Bas. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que cette économie se développe, eh bien, les inégalités se produisent, mais peut-être pas autant qu'on aurait
aurait pu le penser. Et vous pourriez penser que lorsque certaines personnes s'enrichissent, les autres d'autres personnes vont être pauvres, mais ça n'est pas aussi simple que cela. Je voudrais maintenant vous expliquer que l'inégalité a peut-être tendance à augmenter. Voici d'ailleurs un exemple pris en France au XVIe et XVIIe siècle. Il est très difficile de mesurer de façon significative les inégalités des revenus au cours des siècles passés. Alors on essaie de trouver des preuves plus indirectes pour pouvoir tirer des conclusions quant à l'inégalité. Et en fait, on a deux vecteurs ou deux marqueurs très intéressants qui sont d'une part, qui sont en fait la taille des personnes et comme vous pouvez le voir, et la taille par rapport à la classe sociale. Et vous avez ici la stratification des habitants de la France au XVIe et XVIIe siècle, donc, et les gens qui appartenaient aux classes les plus élevées étaient de 1 à 2, voire 3 centimètres plus grands que ceux qui appartenaient à des classes inférieures. Donc c'est un marqueur très intéressant qui nous permet de mesurer des différences entre le segment le plus pauvre et le segment le plus riche de la population. Vous pouvez me dire qu'un 2 cm, c'est pas grand-chose en termes de différence, mais si, c'est important, car cela correspond à un marqueur qui a un impact énorme sur la santé des gens. À l'époque, bien évidemment, la médecine et les médicaments n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, et une différence en taille et une différence en poids pouvait avoir un impact considérable sur le devenir de la santé de la personne. Voici maintenant sur cette diapositive des données, les données de Kuznets, et qui a travaillé sur l'évolution de l'inégalité fonction du développement économique. Et donc cette courbe de Kuznets, donc particulièrement connue, a expliqué l'évolution depuis les sociétés préindustrielles jusqu'à nos sociétés industrielles, et a pris en compte la partie, donc la phase transitoire, etc. Et présupposer donc on pouvait présupposer qu'avec l'évolution industrielle, les gens donc atteindraient un bien-être plus grand, et puisque la main-d'œuvre étant mieux éduquée pouvait prétendre à des emplois plus qualifiés dans une situation où la législation leur était plus favorable, où la démocratie se développait. Donc on aurait pu penser que les inégalités ne se développeraient pas. Et pourtant, si nous regardons ces courbes, on a pas mal de preuves empiriques qui vont dans le sens de cette hypothèse. Nous avons ici le revenu par tête, et nous avons ensuite le niveau d'inégalité. Et vous voyez ici donc l'évolution ou le rapport plutôt entre la croissance économique et l'inégalité. C'est-à-dire que ce qui augmente doit un jour rechuter ou redescendre. C'est une question que l'on peut se poser. Il semblerait
que ce type de reconstruction que j'évoque doivent se produire à un moment ou à un autre. Et nous avons énormément de données sur la croissance de l'inégalité de ressources en Angleterre et au pays de Galles. Vous avez ici ces chiffres de 1700 à 1911 et vous voyez la part du pourcent le plus riche de la population en valeur nette, donc 39% en 1700, 55% en 1810 par exemple. Et nous observons également une grande disparité en termes de bien-être des gens. Je vous ai parlé de la taille des gens, mais voici une illustration de ceci. Vous voyez que la différence de classe la plus importante que l'on a observée dans la première moitié du 19e siècle était une différence de taille, 22 cm à l'âge de 16 ans. Et on a observé, comme je vous le disais, une croissance continue des inégalités. Voici maintenant des données pour la France, l'inégalité de revenus qui n'a cessé de croître avec l'industrialisation. Bien, donc, on peut donc dire qu'une transition, la société qui s'est industrialisée, qui s'est modernisée, a engendré une augmentation des inégalités. Je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de tous les éléments, notamment de l'inégalité de ressources entre les économies développées et les économies émergentes, mais nous sommes un petit peu à la croisée des chemins. Je ne dis pas que la tendance s'est complètement inversée dans ces cas-là, mais elle est sur le point de s'inverser. Revenons maintenant donc à ces inégalités en termes de part de revenus. Les choses ne sont peut-être pas aussi simples que ce qu'il est paraît. Tout le monde connaît, en tout cas aux États-Unis, cette diapositive. On en a beaucoup entendu parler dans les médias. Ce sont des données de Thomas Piketty qui a montré que les inégalités des revenus ont augmenté considérablement depuis le début du XXe siècle, comme vous pouvez l'observer sur cette diapositive. Vous voyez l'évolution donc des courbes. Et d'ailleurs, ça explique les concepts de Kuznets, mais on s'aperçoit, le creux de cette courbe explique d'ailleurs la théorie de Kuznets, mais on voit très bien que la courbe s'est à nouveau donc infléchie vers le haut. Et donc, dans ce cas-là, l'évolution de l'inégalité est fonction du développement industriel. C'est vrai dans la plupart des pays, qu'il s'agisse du Canada, de l'Australie, des États-Unis, de l'Afrique du Sud. C'est valable dans tous les pays anglo-saxons, va-t-on dire. Et vous voyez cette évolution considérable. C'est également vrai pour les pays d'Europe du Sud et pour les pays du nord de l'Europe. Et on observe également une tendance identique dans les pays émergents, dans les pays en voie de développement. Vous voyez que dans d'autres pays, comme la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse, le Japon, c'est-à-dire des pays d'Europe continentale, l'évolution est différente et que ces inégalités qui étaient considérables tendent à se niveler un petit peu. Et sur cette diapositive, vous voyez maintenant la part des revenus les plus élevés avec cette tendance
donc qui ne cesse d'être à la hausse dans la part de revenus des 1% les plus riches. Donc, cette tendance est à l'identique quasiment dans le monde entier. Dernière partie de cette tendance sur la diminution de l'inégalité qui a été récemment renversée. Alors ça, c'est un grand problème pour les hypothèses optimistes, à savoir que les économies modernes, industrialisées, matures vont susciter automatiquement une diminution de l'inégalité. En conséquence de cette notion qui est dans le collimateur, et l'on voit ici certaines références qui y sont faites. Un économiste qui a critiqué cela, Thomas Piketty, de l'école de Paris d'économique, comme quoi c'est une cause alternative du déclin de l'inégalité, avec des chocs très violents au système, à savoir que ces économies modernes, justement, ont expérimenté ces chocs externes violents, et ce qui a permis d'avoir un impact sur les tendances d'inégalité. Alors, au Japon, le scénario japonais montre bien ce processus de façon pratiquement pure, classique. Voilà, les parts de revenus des plus riches, des plus nantis au Japon. Ce qui se passe au Japon, c'est que l'industrialisation s'est faite à la fin du 19e siècle, avec une société qui était encore stratifiée, archaïque, avec un petit nombre de personnes qui gardaient les bénéfices du développement industriel. Et en conséquence, au début du XXe siècle, les inégalités sont très élevées. Le 1% de plus riches détenait 20% de toutes les richesses. Mais tout a changé en 8 ans, entre 1937 et 1945. Au cours de cette période, la part des 1% les plus riches est passée de 20% à 6% et reste à un niveau inférieur, et ce n'est qu'il y a que récemment qu'elle a augmenté. Qu'est-ce qui s'est passé en 1937? Eh bien, le Japon a envahi la Chine. L'idée était pour le Japon de se saisir des richesses chinoises sur le continent chinois, et donc avec un effort de guerre très important pour la Chine. Mais ça a été également pour le Japon, et en 1941, vous savez qu'avec Pearl Harbor et l'entrée dans la Seconde Guerre mondiale a signifié de gros dégâts pour l'économie japonaise. Et le gouvernement japonais a dû justement prendre des mesures extraordinaires et taxer le segment le plus riche de la population à des taux très élevés, donc des impôts très très lourds sur les plus nantis, qui ont obligé à une redistribution des propriétés avec un contrôle des prix, avec une importante redistribution des plus riches vers toute la population pour supporter cet effort de guerre et les dépenses que ça impliquait. Par ailleurs, il y a eu une inflation importante qui a signifié encore plus d'un impact, et par ailleurs, au cours de la dernière année de la guerre, il y a eu une destruction massive de l'infrastructure en raison des bombardements américains et peu de ressources industrielles dans la mesure où les industries en ont souffert. Donc, tous ces facteurs ont fait que la richesse des Japonais les plus nantis a diminué de façon dramatique au cours de cette période. Et à la fin de 1945, à la fin de la guerre, les Japonais les plus riches sont bien moins que 10 ans plus tôt. Et les Américains arrivent, établissent un gouvernement d'occupation, et de nombreuses mesures d'urgence, justement, sont conservées pour une meilleure distribution des ressources, avec justement des taux fiscaux assez élevés, une redistribution des terres et diminuer les inégalités. La même chose, avec quelques variations, se sont produites dans toutes les grandes économies industrialisées dans le monde, pratiquement à la même période. Je vais revoir cela de façon très rapide. Au
Royaume-Uni, où les inégalités de revenus étaient encore très élevées en 1930 et il y a une contraction pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pour les mêmes raisons, le gouvernement doit prélever des taxes très lourdes sur les plus nantis, il y a une inflation et après la guerre, il y a ces négociations entre l'État et les États et les populations pour un État-providence. Donc, ceci a duré jusqu'en 1980. Voici une meilleure illustration de pourquoi les revenus des plus riches en Grande-Bretagne, 0,5%, 0,1%, vous voyez le déclin de leur part de revenus pendant la guerre, la Première Guerre mondiale, ensuite la Deuxième Guerre mondiale où c'est plus marqué encore, et en raison des politiques fiscales dues aux efforts et aux dépenses de la guerre. La même chose s'est produite en France, où certaines modifications ont eu lieu. Les inégalités de revenus sont très élevées au moment de la Première Guerre mondiale. 20% des plus nantis détenaient une part très importante. Vous voyez, donc des contractions très importantes au moment de la Première Guerre mondiale, au moment où on introduit l'impôt sur le revenu. Et vous voyez, après la guerre, ce qu'il en est, aussi en raison d'une inflation très élevée dans les années 20, et puis l'occupation allemande au début de la Deuxième Guerre mondiale aussi a un effet très négatif dans la mesure où les Allemands essaient d'accaparer le plus de richesses du territoire français. Et ensuite, après la guerre, il y a une stabilisation. Alors, on peut ici mesurer un peu la même chose dans cette étude sur 200 ans et la quantité de revenus disponibles en France dérivés des legs, des dons et des héritages. Et c'est le type justement de situation que l'on a pu décrire dans d'autres, justement, quelle est la richesse des personnes qui reçoivent des héritages très importants et ce qui s'est passé ensuite à partir de la Première Guerre mondiale et l'impact des mesures fiscales imposées par les gouvernements pour faire face aux dépenses de guerre. Alors, voilà un petit peu la même chose sur les héritages à Paris entre 1807 et 1994 et voir la concentration de richesses et ce qui est détenu par le 1% des plus riches. Vous voyez que cela représente 70% des grands héritages qui avaient lieu jusqu'en 1913 et ensuite cette courbe qui diminue de façon très importante pour les mêmes raisons parce que le capital est imposé de façon très lourde et l'inflation, etc. Alors, où que ce soit, on a un petit peu la même image en France, au Japon, aux États-Unis, avec cette traduction très importante des parts de revenus entre 1940 et 1945, et cela est lié directement aux efforts de guerre, aux mesures fiscales et à l'inflation, et avec une destruction physique, matérielle de l'industrie. Voici une image de la même chose. Vous voyez, lorsqu'il y a une guerre, ce qui se passe, l'impact que cela implique pour les revenus des plus riches. Et vous voyez que il y a justement cet impact fiscal qui est très important et puis une stabilisation pendant une génération et dans ce cas pendant la guerre froide. Alors, comment est-ce que l'impact fiscal de l'État augmente en réponse aux efforts de guerre? Voici la part du PNB qui est repris par le gouvernement fédéral aux États-Unis depuis 1902. Vous voyez qu'avant la Première Guerre mondiale, le gouvernement fédéral ne prenait que 2 ou 3% du PNB sous forme de taxation directe. Cela augmente ensuite pendant la Première Guerre mondiale et puis remonte vers 1940 et puis se maintient à un niveau assez élevé, non seulement en raison de la guerre froide de la Corée et du Vietnam, mais pour soutenir l'État
l'État-providence. Alors, les grandes guerres sont les seuls mécanismes dans ce contexte qui permettent justement de modifier l'équilibre de concentration des revenus. Vous voyez aussi la guerre civile ici, lorsqu'on a introduit l'impôt sur le revenu. Vous voyez ce qui se passe au niveau des revenus de l'État, qui après, par exemple, la première guerre civile en 1856 atteint 14%, mais redescend, après remonte au moment de la Première Guerre mondiale et puis atteint des sommets vertigineux au moment de la Deuxième Guerre mondiale, mais même chose en France avec l'histoire napoléonienne. Donc les implications de tout cela, c'est que rien ne se serait passé de la même façon sans ces grands chocs guerriers, s'ils n'avaient pas obligé et permis aux États d'imposer de façon très lourde les revenus en termes réels. Et cela a eu un effet ensuite de diminuer les inégalités de revenus. Ça ne veut pas dire que toute guerre, en général, permet de diminuer ces inégalités de revenus. En fait, tel que l'on peut voir avec une étude historique, ce n'est qu'un type de guerre qui a cet effet. Une guerre qui implique une mobilisation en masse, telle que la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale ou la guerre civile aux États-Unis. Une guerre où l'État doit imposer lourdement les flux nantis parce que c'est la seule façon de payer, d'assurer les dépenses de guerre, et ce qui implique une redistribution vers les plus pauvres qui servent dans l'armée et pour persuader la population de s'engager dans cet effort de guerre. Ça permet une centralisation de l'État. C'est plus facile à l'État justement de taxer les riches, donc il y a un meilleur contrôle fiscal et un meilleur contrôle vis-à-vis des riches. Ça permet justement de diminuer les droits des plus riches, genre droits féodaux traditionnels, les privilèges traditionnels des plus riches. Et puis, ça encourage la redistribution de droits, de prestations aux plus pauvres avec les droits de propriété, des diverses protections sociales et qui sont liées à la mobilisation en masse pendant la guerre. Alors, d'un point de vue historique, ce type de guerre n'est guère courant. C'est un phénomène relativement moderne qui s'est produit en Europe, qui remonte justement à la Révolution française avec la levée en masse au XVIIIe siècle, qui permet de créer ce phénomène pour la première fois avec Napoléon qui recrute une immense armée. Donc, c'est rare de trouver ce type d'événement auparavant, à cela existait. Alors, la référence à laquelle je veux penser, c'est du 5e au 3e siècle avant Jésus-Christ en Chine, où on avait 6 ou 7 grands royaumes, ce qui représente maintenant la Chine centrale et de l'Est, qui s'engagent dans des guerres de plus en plus importantes. C'est ce que j'appelle les guerres symétriques parce que les rois sont organisés de la même façon, ils recrutent une infanterie très importante avec des campagnes interminables, l'armée dépend justement de conscription au niveau de la population, avec donc une mobilisation en masse pour l'époque et des guerres qui ont duré très longtemps. Et donc c'est avec des conséquences politiques, économiques de cette mobilisation en masse de l'infanterie, avec une suppression des droits féodaux et de la noblesse, une taxation directe pour payer les efforts de guerre, l'imposition directe avec des saisies, les fermiers, les paysans qui reçoivent des droits de propriété parce qu'il y a un processus de négociation qui s'engage entre le gouvernement et la population en général pour justement assurer cet effort de guerre, et puis une redistribution des terres
conquises aux soldats qui ont servi dans ces armées. Bien sûr, on ne peut pas mesurer exactement le coefficient de Gini dans ce cas-là, mais avec tous ces éléments, on voit que cela a eu un effet très important sur les revenus, sur la concentration des revenus, sur l'inégalité, en redistribuant une partie des revenus des plus riches vers la population en général. Mais c'est très difficile de trouver des cas semblables, des exemples de la sorte dans d'autres périodes de l'histoire. Ce qui est bien plus courant dans l'histoire, c'est ce que nous appelons les empires tributaires, avec toutes les sociétés telles que l'Égypte, la Chine et d'autres empires qui suivent le même modèle, à savoir que plus grands deviennent ces empires, plus ils ont de victoires, plus ils incorporent, ils intègrent de territoires, plus l'inégalité grandit. Parce que le leadership, la classe dirigeante d'un empire et la cour va bénéficier justement de ces pillages, de ces saccages dans d'autres pays. Et même si la population générale bénéficie dans une certaine mesure de tout cela, il y a un influx de gens très pauvres qui arrivent dans ces pays, de déportés, d'esclaves. Et donc, l'esclave, c'est une institution dans ces cas-là. Donc, par conséquent, il y a une augmentation de la richesse des plus nantis, mais il y a aussi beaucoup plus de personnes pauvres et de toute évidence, il y a une augmentation de l'inégalité en général après ces guerres impériales. Alors, vous allez me dire que on observe l'effet inverse dans les territoires qui ont perdu la guerre et qui sont inclus dans ces grands empires. Eh bien, il y a des élites locales qui en souffrent parce que c'est plus facile justement de confisquer leurs propriétés. C'est la façon la plus facile d'obtenir des ressources. Mais en même temps, une fois que ces territoires font partie de systèmes plus importants, s'il faut regarder le système dans son ensemble, le centre et la périphérie, tout le système est de nouveau bien plus inégal qu'il ne l'était au départ parce que maintenant, vous avez un petit groupe, une élite pour tout ce grand ensemble avec des inégalités bien plus criantes en matière de revenus. Alors, il serait facile d'illustrer ceci en termes quantitatifs avec cet exemple de l'ancien empire romain qui est énorme, qui a duré pendant des années, très longtemps, et l'on voit au fur et à mesure que cet empire devient mature, il y a une concentration croissante des revenus chez les plus nantis. On a des chiffres qui sont donnés pour les revenus annuels des aristocrates, de la classe moyenne supérieure, pas les plus nantis, mais cette classe moyenne supérieure de l'Empire romain. Peu importe le terme, mais vous voyez qu'avec le temps, le nombre de sesterces annuels augmente. On passe de 100 000 à 600 000 depuis la première moitié du premier siècle avant Jésus-Christ jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ. On passe à pratiquement 1 million. Donc, il y a un projet justement pour étudier la stature des habitants de l'Empire romain pour voir quelle a été l'évolution et voir justement s'il y a eu une augmentation de la pauvreté et la stature, une diminution de la stature de ces personnes. Donc, on ne peut pas mesurer directement le coefficient Gini de l'Empire romain, mais c'est clair que les inégalités
et augmente au fur et à mesure que cet empire s'agrandit. Alors, il y a aussi une thèse qui est faite à Stanford sur la taille des maisons, des propriétés dans le monde romain avant, pendant et après la période romaine. Et on voit que ces maisons deviennent de plus en plus grandes, mais aussi il y a une distribution bien plus inégale avec des propriétés très grandes, énormes et des toutes petites maisons. Ici, au musée de Toulouse, vous avez toute une salle d'exposition justement sur ces magnifiques villas romaines qui représentaient cette concentration de richesse. Donc, on a un mécanisme qui peut réduire les inégalités, c'est la mobilisation en masse pendant les guerres, et c'est historiquement assez rare. Un autre mécanisme, ce sont les révolutions transformatives, telles que la révolution en Russie, Fidel Castro, les Khmers rouges, etc., qui s'inspire de la Révolution française et qui a pour effet de réduire les inégalités de richesse et de revenus en l'espace de 20 à 25 ans. À la fin de l'Empire napoléonien, on voit que le système de fiscalisation est différent avec les confiscations qui ont été faites à l'Église et à l'aristocratie et qui sont redistribuées vers la classe moyenne avec une inflation qui bénéficie aux métayers et qui paie justement en termes réels. Donc cela a un effet de diminuer la part de revenus des plus nantis dans la société, en tout cas pour un certain temps, parce que ce processus est renversé avec la révolution industrielle. Alors, toutes ces révolutions transformatives ne sont pas courantes non plus dans l'histoire. C'est très difficile de voir des exemples probants avant la Révolution française. Ils ont peut-être existé, mais ils étaient assez rares. Il faut savoir quand même que, à l'inverse de ces révolutions dramatiques, les guerres civiles en tant que telles n'ont pas pour effet de diminuer les inégalités. Nous le savons parce que il y a une étude très récente qui a justement étudié différents cas et ils sont aperçus qu'en moyenne, les guerres civiles ont plutôt pour effet d'augmenter les inégalités pendant la guerre en soi et après. Et pourquoi? Eh bien, parce que certaines personnes qui profitent parce qu'elles sont du côté victorieux, mais en même temps, l'État est très faible, ne peut pas pénaliser ou taxer ses revenus. Les pauvres en souffrent en raison justement du manque de ressources, de la violence, d'un accès difficile au marché. Et donc, le processus de redistribution en souffre dans la mesure où les États sont affaiblis pendant ces épisodes de guerre civile. Une guerre civile en tant que telle, donc, n'a pas le même effet qu'une guerre avec une mobilisation en masse. Alors, il y a un troisième mécanisme qui est tout à fait différent en nature et pourtant qui peut diminuer les inégalités. Ça, ce sont les pandémies massives qui ont des impacts démographiques très importants en tuant un grand nombre de personnes, en changeant le rapport terre-population. L'exemple le plus fameux, c'est la peste bubonique qui apparaît en Europe au milieu du XIVe siècle qui a tué un tiers environ de la population de l'Europe occidentale. Voici une recherche très documentée sur les revenus réels de certains travailleurs avant la peste bubonique au Moyen-Âge. Ensuite, ces revenus augmentent pendant environ 100 ans. C'est les personnes qui ont survécu justement ont un plus grand pouvoir de négociation vis-à-vis des grands propriétaires terriens. Et puis ensuite, cet effet s'amoindrit, les salaires réels diminuent. Ce ne sont pas uniquement une question de
salaire ici, mais c'est un reflet des inégalités entre le bien-être, la santé des plus nantis et les plus pauvres selon la situation. Alors ici, nous avons une série qui a été mise à jour pour l'Égypte lorsque l'on revient en 260 avant Jésus-Christ en ce qui concerne les salaires des travailleurs journaliers donc en Égypte et qui gagnaient juste assez pour se nourrir, pour survivre, à environ 4 litres de blé par jour. L'exception, c'est une augmentation de leur salaire réel au 6e, 7e siècle après Jésus-Christ avec justement la première apparition de la peste bubonique en Asie en tuant un grand nombre de personnes et donc en réduisant les inégalités au moins de façon temporaire. Alors cela se reflète aussi en matière de stature, de poids corporel. Vous voyez ici ces changements considérables en Méditerranée, en Europe centrale et de l'Ouest occidentale. Vous voyez, ça remonte jusqu'à la période romaine avec les conséquences des inégalités, des maladies infectieuses, la croissance des enfants est interrompue, alors que à d'autres périodes, la stature est plus élevée, au fur et à mesure que la population se remet des maladies, et puis ensuite on a l'impact de la peste bubonique et ses effets. Alors, 3 mécanismes qui réduisent les inégalités, la mobilisation en masse pendant les guerres, les révolutions transformatives et les grandes épidémies, donc toujours des caractéristiques très sombres. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques qui peuvent avoir le même effet? Cela ne semble pas être le cas, mais il y a quand même un facteur, c'est l'abolition de l'esclavage. Si vous avez un système d'esclavage très important, avec les nantis qui ont un grand nombre d'esclaves, si on abolit l'esclavage, les plus nantis seront techniquement moins riches et les esclaves ne seront plus partie de leur propriété. Donc, ça permet justement de réduire les inégalités de revenus. Ce que l'on voit aux États-Unis, en considérant le Nord et le Sud et les inégalités après la guerre civile, vous voyez les différences entre ces deux périodes et c'est un facteur une conséquence de l'abolition de l'esclavage et puis avec la mobilisation pendant la guerre civile. Évidemment, cela ne se produit pas très souvent parce qu'il faut une société où l'esclavage est assez développé, assez important. Alors, les crises financières telles que nous les connaissons maintenant ne permettent pas de réduire les inégalités de revenus. La Grande Dépression l'a fait un petit peu aux États-Unis dans les années 30, mais en général, les crises financières n'ont des corrections que temporaires, comme vous voyez aux États-Unis, le marché de la bourse, l'évolution de la bourse, et les plus riches pendant un an ou deux gagnent moins d'argent, mais se récupèrent très rapidement et finissent par obtenir une plus grande part de richesse qu'auparavant. Donc, est-ce qu'il y a des tampons, justement, des stabilisateurs? Est-ce qu'il y a des facteurs qui permettent de contrecarrer, justement, ces inégalités? Si vous avez un degré très élevé d'inégalité, est-ce que cela va justement susciter une résistance aux violences internes, des forces, justement, qui vont modifier la situation? Évidemment, la littérature disait qu'il y a un rapport positif entre l'augmentation des inégalités et le risque de guerre civile, de révolution violente à l'intérieur d'un État. Et cela ensuite a été contredit par des études plus récentes.
Mais l'idée, c'est que même si une des inégalités croissantes suscite des guerres civiles, mais comme on l'a vu, les guerres civiles en soi ne réduisent pas les inégalités. Donc, même si vous avez une guerre civile en conséquence de ces inégalités, ça ne va pas justement permettre de réduire ce déséquilibre. Au contraire, ça risque justement d'aggraver les inégalités. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ceci? Eh bien, il y a, je crois, un nombre très limité de mécanismes qui, au long terme, dans l'histoire, ont permis justement de réduire de façon significative les inégalités, donc la mobilisation pendant les guerres, les révolutions transformatives, les grandes épidémies et l'abolition de l'esclavage. Mais aucun de ces mécanismes n'est disponible aujourd'hui. Et je pense que ce n'est pas à souhaiter, n'est-ce pas? Parce que personne ne veut une deuxième guerre mondiale, ni une révolution française, ni une peste bubonique, et il n'y a plus d'esclaves à libérer. Mais il y a d'autres événements qui se produisent, des guerres civiles, des États qui s'effondrent en raison de crises financières, mais qui, dernièrement, n'ont pas réduit les inégalités. Alors, c'est intéressant parce que même si l'histoire ne détermine pas ce qui va se passer à l'avenir, il est en principe possible de penser à de nouveaux mécanismes qui vont émerger et réduire ces inégalités dans un avenir plus ou moins longtemps. En tout cas, une fois, enfin, si nous regardons des mécanismes qui ont pu fonctionner par le passé et des mécanismes qui sont assez dramatiques et qui semblent ne fonctionner que dans des circonstances très particulières, dans le contexte justement de guerres dramatiques, d'épidémies terribles ou des événements de la sorte. Et là, je ne peux vous parler que des États-Unis, mais si on parle d'inégalité là-bas et de ce que l'on peut faire, l'argument c'est que si on arrivait à élire les bons politiques, si on prenait les bonnes mesures, si on avait la bonne législation avec les bonnes mesures appliquées, cela permettrait de réduire les inégalités. C'est techniquement vrai, parce que c'est ce qui s'est passé au début du XXe siècle. Mais c'est un discours qui ignore le contexte dans lequel ces mesures politiques ont été prises par le passé. Et ce contexte est très spécifique. Et il ne s'agit pas d'un contexte, par exemple, que nous avons aujourd'hui dans le monde, dans l'environnement que nous connaissons, surtout avec la mondialisation croissante. Et donc, le succès de toute politique qui pourrait réduire les inégalités n'existe pas. Donc, on peut avoir de grands doutes pour que des mesures, ces mesures soient couronnées de succès. Donc, je pense que cela nous montre bien comment il faut envisager l'histoire, non pas les toutes dernières années, mais les derniers siècles, même le dernier millénaire, pour mieux comprendre le contexte dans lequel ces changements se sont produits en matière d'inégalité de revenus. Et là, je crois que j'ai parlé suffisamment longtemps et je vous remercie vivement de votre attention.